Chers amis, chers compatriotes, personnel au pluriel de la santé, aides-soignants, techniciens, laborantins, infirmiers, médecins, dans vos différentes spécialités et dans vos grades respectifs. C'est un réel privilège de vous avoir cet après-midi. Vous avez choisi d'être là aujourd'hui à l'invitation de votre compatriote qui aimerait partager avec vous quelques idées portant sur son programme ou sa vision du secteur de la santé, mais surtout aussi pour vous écouter. Merci d'être là cet après-midi. Je voudrais d'emblée vous dire le respect et l'admiration que j'ai pour votre profession, pour vos professions, pour vos différents corps de métier à l'intérieur du secteur de la santé. Pourquoi? D'abord parce que vous avez fait preuve d'une résilience admirable. Quand je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, lorsqu'on a procédé à la diminution des salaires et à la dévaluation du franc CFA, j'ai parmi mes amis médecins, des proches membres de la famille médecins qui m'ont dit qu'ils touchaient moins de 100 000 francs CFA. Pourtant, vous êtes restés. Pourtant, vous avez continué à vous rendre dans vos formations sanitaires. Vous avez continué à soigner les Camerounais dans l'adversité. Vous avez payé un lourd tribut à ce que d'aucuns appellent la Covid-19. Je préfère le masculin, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça sonne mieux, le Covid-19. On ne l'a pas dit assez et peut-être nous, Camerounais survivants, ne vous avons pas rendu l'hommage mérité par les circonstances. Pour toutes ces raisons-là, je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier parce que le personnel de santé, même au plus fort de la dégradation du système de santé, est resté le pilier central. Dans la difficulté que nous connaissons, parfois même nous sommes très sévères avec vous sans savoir justement tout ce que vous endurez pour continuer malgré tout de venir au secours des Camerounais. Ce dont je voudrais vous parler brièvement, c'est de manière schématique notre vision, les quelques idées que nous avons pour le secteur de la santé dans notre pays, le renouvellement, plus que la réforme, il s'agit en fait de repenser le système de santé. Et je compte sur vous pour, j'allais dire, me corriger quand je suis dans l'erreur et surtout enrichir nos échanges pour que le programme final que nous allons rendre public le moment venu reflète le plus fidèlement possible la réalité du terrain que vous connaissez infiniment mieux que moi. D'abord sur le plan, je vais articuler mon propos peut-être autour de 4 points. Le premier, c'est d'abord l'architecture générale de la santé, l'architecture institutionnelle de la santé. Ensuite, il y a le personnel de santé, qui pour moi est central. Troisièmement, il y a l'infrastructure, les infrastructures de santé. Et quatrièmement, il y aura la gouvernance médicale, les politiques d'attraction et la gouvernance médicale. Sur le plan institutionnel, il me semble qu'il y a une nécessité de réajuster demain l'architecture institutionnelle de la santé pour une raison simple. C'est que si ce que nous préconisons trouve une transcription dans la réalité, c'est-à-dire la réforme de l'État, quelle sera la forme ultime de l'État que nous allons retenir au Cameroun? Si nous allons, par exemple, comme nous le défendons, au fédéralisme, la structure institutionnelle de la santé ne peut plus être la même. Le niveau central restera le même. Le niveau d'élaboration des politiques, de la réglementation restera le même. Ce sera le niveau de la capitale, ce sera le niveau central. Mais à côté de cela, nous pensons que s'il y a des États fédérés au Cameroun demain,
il faudrait qu'il y ait des agences fédérées de santé. Qu'il y ait des agences fédérées de santé, que dans chaque État fédéré, il y ait une agence de santé qui va en réalité coordonner et chapeauter les structures que nous connaissons déjà, parce que notre compréhension de l'idée fédérale, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la transcription ou du changement des 10 régions en 10 États fédérés. Je pense que ce n'est pas ça. On n'atteindrait pas l'objectif. Nous pensons, nous, qu'il faut construire demain des États fédérés à la fois géographiquement et démographiquement viables. Et donc, on va nécessairement mettre ensemble un certain nombre de régions pour permettre effectivement qu'il y ait des États forts à l'intérieur de la structure de l'État global. Par conséquent, l'agence de santé viendra coordonner ce qui existe, c'est-à-dire par exemple les structures régionales. Les régions ne vont pas disparaître, mais les structures régionales vont demeurer coordonnées justement par cette agence fédérée. Mais également les autres, c'est-à-dire les structures périphériques, il y aura effectivement jusqu'au district de santé. De toute façon, la déclinaison ne va pas changer fondamentalement du point de vue de l'organisation institutionnelle. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous voulons standardiser. Il faut vraiment que nous ayons des normes uniformes sur l'ensemble de notre territoire national. C'est-à-dire que quand on arrive dans un centre de santé, dans n'importe quel lieu du Cameroun, on doit avoir les mêmes caractéristiques, y compris même pratiquement jusqu'au niveau architectural. En tout cas, la manière dont les services sont organisés, les disponibilités, ça doit être le même. Voilà pour ce que j'appelle très sommairement l'architecture institutionnelle. À côté de cela, il y a donc en deuxième point le personnel de santé, central. Parce qu'il n'y a pas de système de santé qui tienne sans un personnel de santé bien formé, qui est à l'aise dans son travail. Vous aimez votre travail, mais il faut qu'on vous mette à l'aise dans votre travail. C'est deux choses différentes. Et notre idée, c'est qu'il faut que l'État reprenne la main complètement en ce qui concerne la formation du personnel de santé. Pour nous, c'est fondamental. Même si il doit y avoir une articulation entre le niveau central et le niveau des États fédérés, il faut que les structures publiques reprennent la main en ce qui concerne la formation des personnels de santé. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a environ 2500 à 3000 infirmiers qui sont formés au Cameroun par an, 650 médecins, environ 300 pharmaciens. C'est bien, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour un pays de la taille du Cameroun, parce que nous en sommes encore à un médecin pour 10 000 habitants, 10 000 personnes par an. C'est beaucoup trop. Nous pensons donc que lorsque nous aurons une organisation qui permette d'articuler la formation médicale entre le niveau central de l'État fédéral et le niveau de l'État fédéré, parce qu'au moins dans un premier temps, nous pensons qu'il ne faut pas encore directement tout abandonner aux structures fédérées. On est un État jeune et je ne pense pas que tous les États puissent avoir les moyens nécessaires pour maintenir des formations de qualité. Donc il y aura une articulation entre État fédéral et État fédéré pour ce qui est de la formation. C'est fondamental. Il faudra vraiment que les concours soient sérieux ou les sélections par classement, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une sélection rigoureuse. Nous avons eu quand même pendant longtemps, si vous êtes là, c'est parce que vous avez été bien formés. Et je regarde avec beaucoup d'inquiétude les jeunes qui sortent de certaines structures de formation aujourd'hui. Il s'agit de notre vie à nous tous. Vous-même du personnel médical, si vous tombez malade, ce n'est plus vous qui êtes au contrôle de vous-même, c'est un autre collègue. Mais s'il est mal formé, le résultat sera le même. Donc il faut vraiment que l'on soit bien formé. S'il y a un secteur avec lequel on ne triche pas, c'est celui de la santé. S'il y en a un seul, à la limite, vous pouvez rattraper chemin faisant un élève qui a été mal formé à la base. Mais un médecin qui a été mal formé, il a déjà causé une catastrophe. Donc là, on ne doit pas tricher. On doit vraiment mettre ce qu'il faut. Et c'est pour cela que nous mettons un point d'honneur à dire que tout Camerounais, tout jeune Camerounais qui passe le concours d'entrée dans une école de médecine sera boursier du premier jour jusqu'à la sortie. À la seule, il perd sa bourse s'il redouble. Ça, c'est, faut quand même, on ne va pas encourager aussi
Mais dès l'entrée, dès la première année, il est boursier jusqu'à sa sortie. Évidemment, toujours dans le cadre de la formation, il faut multiplier, peut-être accroître en tout cas les filières de spécialisation. Et à cet égard, nous pensons franchement qu'on ne peut pas parler de la formation, non seulement sans penser aux facultés ou aux écoles de médecine, mais surtout au CHU. Il faut de grands CHU au Cameroun. Centre hospitalier universitaire. Il en faut vraiment de référence. Ou d'ailleurs, vous allez articuler formation et recherche. En fait, soins, formation et recherche. Parce que nous ne pouvons pas, on ne fait plus la recherche médicale au Cameroun. Mais pourtant, quand vous faites un petit saut en arrière, moi je me souviens quand on était à l'université, de temps en temps on vous disait, tel professeur de médecine ou tel médecin a découvert ceci ou il fait telle chose. Il n'y en a plus. Parce qu'effectivement, on a négligé l'aspect recherche. Et je pense que nous allons doter le pays de grands CHU pour que les médecins qui sont formés soient également, grâce à cet encadrement-là, familiers, je dis, avec la pratique médicale. Toujours dans le cadre de la formation, une des idées que nous proposons, c'est que vous avez constaté qu'à l'heure actuelle, l'arrière-pays souffre beaucoup. Il y a des parents, des patients dans l'arrière-pays qui n'ont jamais vu un médecin, qui envoient un, peut-être par hasard, tous les 10 ans, je ne sais pas moi, à l'occasion de quelle campagne que l'on mènerait. Ce n'est pas normal. Il est possible de faire autrement. Nous pensons que les jeunes médecins qui viennent de sortir, et même déjà avant même la sortie, doivent faire une partie de leur stage dans l'arrière-pays, prise en charge, avec une prise en charge, de façon à ce que même les formations sanitaires les plus petites puissent voir passer un médecin. Voilà, et que ce ne soit pas un luxe qui est réservé aux grands centres urbains comme Douala, Yaoundé et les chefs-lieux de région. Et à cet égard, un autre aspect, une autre valorisation du personnel de santé, à notre avis, passe par l'attention qu'on doit porter à leur statut social. Cela passe premièrement par la revalorisation de la rémunération du personnel de santé. Vous ne pouvez pas payer des médecins, même vraiment au-delà de la santé. Respectons quand même le nombre d'années d'études qu'il y a derrière. Vous ne pouvez pas payer des médecins au lance-pierre. Vous ne pouvez pas payer des infirmiers au lance-pierre. Vous ne pouvez pas payer parce que tout ce monde-là passe du temps, abandonne leur famille quand ils font des gardes. Et je ne sais pas quel autre sacrifice. Donc on doit, s'il y a des secteurs sur lesquels moi je crois qu'il faut faire un effort, se concentrer pour améliorer les conditions d'exercice de la profession, c'est les médecins et les enseignants. J'ajoute à ces éléments, en dehors des prix, machin, mais le salaire même déjà de base doit être revalorisé, hormis les prix. Je pensais aussi, mais ça je parle sous votre contrôle, qu'il serait de bonne politique de permettre à ceux d'entre vous qui ont acquis ou accumulé au fil des ans beaucoup d'expérience, professeurs de médecine ou spécialistes, même s'ils ne sont pas professeurs chevronnés et tout, de faire une chose qui se pratique ailleurs. Là, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. C'est-à-dire qu'il y ait une part, pendant la semaine, il y a un certain nombre de jours accordés aux médecins, à ces grands spécialistes-là, pour faire des consultations dans les formations sanitaires publiques, mais pour leur propre compte. Je ne veux pas tuer les formations sanitaires privées, mais quand même, j'aimerais que ça se fasse en milieu hospitalier, ou en plus d'ailleurs, ils ont l'avantage, parce que on va y revenir tout à l'heure, le plateau technique va être revu, mais vraiment à un niveau sérieux. Mais s'ils ont justement le plateau technique qu'il faut, l'entourage aussi du personnel qu'il faut, ils peuvent mieux suivre les patients dans les formations sanitaires publiques. Mais il faut justement, pour éviter qu'ils soient obligés d'abandonner leur poste à l'hôpital, voire ailleurs, pour aller faire multiplier les consultations dans les secteurs privés, il faut leur donner cette possibilité-là. Ce jour-là, vous consultez le médecin, mais à titre privé, il va vous faire sa facture, vous allez payer. Et il est dans la formation sanitaire publique. Et enfin,
toujours par rapport au statut social, il me semble qu'il est important. Quand nous, on était petits, on savait que dans les petites localités du pays où on était, il y avait 3-4 personnes qui étaient des grands notables, pas des notabilités traditionnelles. Il y avait l'autorité administrative, il y avait le médecin, il y avait le directeur d'école, et je ne sais plus qui. Ça ne dépassait pas 3 ou 4. Voilà les notables. Il faut rétablir cela. C'est-à-dire que quand dans une localité, on voit un médecin, on doit d'abord savoir qu'on a affaire à une personnalité. Les personnalités ne sont pas seulement celles qui ont fait les NAM. Non. Quand vous avez en face de vous un médecin, un directeur d'école ou un proviseur de lycée et tout cela, ça doit être des éléments constitutifs de la notabilité de la localité. Et à cet égard, et pour ce faire, y compris pour les jeunes médecins en fin de formation ou en début d'activité dont nous avons parlé tout à l'heure, nous voulons rétablir, construire à nouveau des maisons d'astreinte. Construire des maisons d'astreinte. Il ne faut pas qu'un médecin, quand il arrive, parce que bon, à Yaoundé, il va se débrouiller, même sans beaucoup de moyens, pour trouver même 1-2 pièces. Mais ailleurs, dans des districts de santé, dans des petites localités, même s'il veut louer, il ne trouve pas quelque chose de décent. Or, pour qu'il garde ce statut de notable, il faut qu'on dise voilà la maison du médecin. On ne va pas simplement dire voilà la maison du sous-préfet ou bien du commandant, voilà la maison du médecin. Donc, et pour nous, la garantie que ces maisons d'astreinte gardent leur standard, c'est standing, c'est que le médecin qui entre doit savoir qu'on doit faire le check à l'entrée et le check à la sortie. Si vous avez cassé, détruit des choses, bon, je regrette, mais vous allez devoir payer pour réparer. Mais il faut vraiment qu'il arrive, qu'il soit psychologiquement même déjà rassuré en arrivant, que j'ai une maison d'astreinte. J'ai préconisé la même chose d'ailleurs pour les responsables en matière d'éducation, c'est vraiment important. Un dernier point, pour ce qui est du personnel de santé, je voudrais que l'on réfléchisse et que vous réfléchissiez, peut-être pas tout de suite, mais si nous avons la bénédiction pour être en capacité de mettre cette vision en œuvre, que au cours des états généraux que nous entendons organiser à cette occasion, que l'on réfléchisse par exemple sur non seulement les cursus de formation, quelle est la durée vraiment que nous voulons. À l'époque, on commençait à 6 ans quand on a fait le CUS. Et c'était d'excellents médecins aussi. C'était des généralistes, mais ils savaient tout faire, y compris jusque bon. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les problèmes médicaux se sont compliqués et tout. Mais est-ce qu'on fait une durée de 6 ans, de 7 ans? Comment? Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'il est possible de faire des passerelles entre les professions, au sein du secteur du personnel de la santé, par exemple, entre des équivalences entre infirmiers et médecins après un certain temps? Est-ce que c'est possible? Je crois que j'ai vu des choses comme ça ailleurs. Est-ce que c'est bon? C'est pas tout ce qu'on a vu ailleurs n'est pas bon. Donc moi j'y vais là sur la pointe des pieds. Il faut que ce soit le personnel de santé qui réfléchisse lui-même et qui nous dise quelle est la bonne direction en la matière. Voilà ce que je dirais pour le personnel de santé. Et je résume. Reprendre en main la formation, mettre l'accent sur une formation de qualité. La nation, la société camerounaise doit mettre le prix qu'il faut pour que son personnel de santé soit bien formé. Et je dis à tous les niveaux, je ne parle pas que des médecins, même si dans mes exemples, souvent je cite les médecins, c'est tous les niveaux, que ce soit de l'infirmier jusqu'à l'aide-soignant. Formation donc, revalorisation du salaire, statut social, c'est-à-dire que la perception que les Camerounais ont de leur médecin doit changer, parce que c'est un notable dans la société, en tout cas au moins pour ce qui est des médecins. Donc, pour cela, j'ai indiqué quelles sont les mesures que nous pourrons prendre, et cette idée éventuelle Troisième grand point, c'est les infrastructures de santé. Et j'allais dire même, j'y ajoute, j'aurais pu mettre avant, mais ici, la pratique médicale. La pratique médicale,
Je vais liquider ça rapidement. Qu'est-ce que je mets dans la pratique médicale? C'est ce que je vois et qui m'inquiète énormément depuis de nombreuses années. C'est qu'il y a une prolifération des pratiques d'exercice clandestine de la médecine. Par des gens qui ne sont même pas formés. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une de mes tantes qui est décédée il y a plus de 15 ans, alors qu'on avait envoyé de l'argent pour prendre en charge ses soins. Vraiment, les moyens conséquents. Et on m'appelle un soir, c'est la catastrophe, on y va, catastrophé, et on nous dit, je demande où est-elle, on l'a amenée chez quoi, son docteur, c'est comme ça qu'on dit. Ah bon, ok, son docteur, ça me rassure déjà, c'est la bien médecine. Allons chez son docteur, on voit son docteur. Elle habitait Essos, et on va, et je vois, on commence à prendre des chemins trop tortueux, bizarres. À un moment donné, on ne peut même plus passer, on s'arrête avec le véhicule, et on emprunte des chemins de traverse, et on va dans une dépendance obscure, derrière une maison. Je vous assure, il n'y avait pas de lumière. On n'y voyait pas. Et on entre et je vois toute tante qui était... On a même de la peine à la distinguer sur le lit parce qu'il n'y avait pas de lumière et tout. Et alors, nous posons la question, où est donc son médecin? Parce que je voudrais savoir s'il y a des choses qui manquent, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et on nous amène une personne, un individu qui a l'air de tout sauf d'un médecin. Et bon, on est prudent quand même, il ne faut pas offenser quelqu'un, peut-être qu'il est médecin. Donc on pose des questions, ses réponses ne sont pas convaincantes. Et après, je pose la question un peu de côté. Mais vous dites que ce monsieur-là est médecin? On dit que non, en réalité, parce qu'il y avait un diplôme accroché au mur et c'était un diplôme d'aide-soignant. Mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est son père qui était aide-soignant. Et donc quand son père est décédé, lui il a continué à exercer, alors que avec le diplôme, avec le truc de son père. Donc c'est pour cela qu'il a posé à monsieur ma tante une solution glucosée, alors qu'elle était diabétique, carabinée. Donc elle est décédée peu de temps après. Donc c'est pour dire, c'est vraiment cette prolifération de ce qu'on appelle des gigs santé. Si nous ne nous y penchons pas sérieusement, on va faire tous les efforts qu'on veut, mais on ne va pas améliorer le niveau de prestation, enfin de santé des Camerounais. Parce que, je peux le dire, le gouvernement actuel n'a pas eu le courage de s'y attaquer. Non pas qu'il n'en soit pas conscient, mais il n'a pas eu le courage de s'y attaquer. Parce qu'on dit, ah ben oui, mais vraiment, les gens se débrouillent avec ça. Mais est-ce qu'on se débrouille avec la santé des gens? Si vous voulez vous débrouiller, allez faire une formation. Allez vous former et vous pratiquez. Mais on ne peut pas sous prétexte qu'il y a le chômage en disant, bon, c'est exactement comme la même chose qu'on voit avec nos trottoirs. On dit, il faut laisser les gens vendre n'importe où parce qu'ils se débrouillent. Mais non. Les trottoirs d'une ville ne sont pas faits pour la vente, encore moins la chaussée, mais c'est pour la circulation. Donc nous devons prendre le taureau par les cornes et apporter des solutions idoines. Si vous voulez exercer, et d'ailleurs à quel niveau, avec quelle qualification, avec quel degré de qualification peut-on autoriser des gigs santé? Aujourd'hui, c'est à tous les niveaux, et je vous dis, même sans qualification, les gens le font. Donc ça, c'est un vrai problème que je voulais évacuer. Maintenant, pour ce qui est des infrastructures, je crois que nous devons très rapidement relever le plateau technique des hôpitaux camerounais. Évidemment, il faut revoir les bâtiments, ceux qui sont complètement dépassés, défraîchis, ceux même qui tombent en ruine. Une autre anecdote, un jour, nous apprenons qu'il y a des amis qui ont fait un accident vers Ayos. Et quand vous allez vers toi, voilà, c'est l'accident. Nous, on court. Moi, j'ai pris mon véhicule, j'y suis allé. Et on l'avait amené à l'hôpital d'Ayos. J'en parle avec beaucoup de peine parce que mes oncles qui viennent de décéder avaient été formés à Ayos. Ayos existe depuis la période coloniale. Et que si nous devions avoir une référence en termes d'infrastructure de santé, Ayos devait en être, parce qu'en plus, c'était une structure pédagogique.
J'y arrive. Vous arrivez, vous avez encore des bâtiments avec les briques de terre coloniale, c'est très bon. Si on l'entretenait, vous avez encore des toits en tuiles, mais les tuiles s'arrachent. Et donc, j'arrive et on me fait là aussi entrer. Manque de peau, il n'y a pas de lumière. On avait coupé la lumière. Il y avait une étudiante en médecine qui était finissante. Donc elle terminait et elle faisait son stage là-bas. Mais la pauvre, elle était seule. Quand on dit, bon, elle se retrouve seule dans toute une formation hospitalière aussi grande. Là encore, donc, avec la complexité, on a du mal à... Mais ce que je vais vous dire, le pire, c'est qu'il y avait une odeur insoutenable et on me dit la coupure c'est depuis plusieurs jours, donc c'est la mort qui fait. Je cite l'hôpital et je cite des faits que j'ai vécus. Si Okala était là, il allait, puisque c'était Okala et l'autre qui avait fait l'accident, ceux qui se souviennent de ça peuvent en témoigner. Si Okala était là, il pourrait vous en donner témoignage.